On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est un record mondial, c'est du jamais vu. 2 plongeurs à bord de montgolfières en mouvement ont sauté dans la rivière Richelieu. Ça s'est fait le 16 septembre dernier. Elle vient de Chambly. Elle s'appelle Lisanne Richard et on la reçoit à l'instant. La région du Haut-Richelieu a été le théâtre d'un exploit incroyable. C'est un record mondial. On est dans la thématique des montgolfières, ce qui est propre à la région. Mais là, effectuer un plongeon à partir d'une montgolfière en vol dans le Richelieu, qui, somme toute, n'est pas très large et pas tant profond non plus à certains endroits, ça aussi, quand on connaît un peu le territoire, la morphologie du Haut-Richelieu, c'est pas simple. Et cette personne, bien, elle est devant moi, c'est Lisanne Richard. Bonjour, bienvenue et surtout félicitations. Mais merci pour tout. Mais comment ce projet-là a-t-il commencé? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit un matin, « Hey, on va plonger à partir d'une montgolfière en vol dans une rivière qui est large comme ça? » Ça part d'où? Bien, c'est vrai que ça a l'air fou dit comme ça, mais en fait, c'est une idée qui a évolué à travers le temps. Déjà, moi, j'étais passionnée de cet univers-là que je connaissais très peu, les montgolfières, mais depuis longtemps, là, dans toute ma formation à l'École nationale de cirque, on avait des cahiers de bord artistiques, il fallait coller des images, puis tout ça pour... C'était quoi notre univers artistique? Puis moi, revenaient toujours les montgolfières. Donc, il y avait quelque chose qui me passionnait là-dedans, sûrement le vent, l'air, la hauteur, la poésie, parce que c'est quand même vraiment beau, une montgolfière, le fait qu'il n'y a pas de moteur non plus. Donc, il y avait ça qui était là dans ma vie depuis longtemps. Puis, en 2016, lorsque j'étais investie là, sur le circuit de compétition en plongeon de haut vol, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait pour l'organisation. Puis c'est là où je me suis dit, là, j'étais à une phase de ma vie où à chaque fois que je voyais une option de quelque chose en hauteur, je me disais, est-ce que c'est plongeable? Puis là, c'est là où j'ai eu l'idée. Mais finalement, ça a pris quand même beaucoup de patience avant de se faire. Là. Bon, mais à la base, tu es une plongeuse professionnelle, mais une plongeuse de haut vol. Et ça, je veux qu'on précise là-dessus parce que pour le commun des mortels, quand on entend parler de plongeon, nous, bien, c'est une fois aux 4 ans avec les Jeux olympiques, donc même récemment avec le 3 mètres puis le 10 mètres. Mais le plongeon en haut vol, c'est pas quelque chose qui est très connu comme tel. C'est vrai, c'est un sport qui est encore à découvrir. Là. Historiquement parlant, ça fait partie de l'histoire du monde depuis longtemps. Là. Si je pense à Hawaï, là, il y avait le King Kahekili qui mettait au défi de bravoure ses guerriers. Puis il devait plonger d'une falaise. Puis là, une fois que ça s'était réussi, là, il pouvait faire partie de son équipe, si on peut dire. Mais sinon, à la Quebrada, au Mexique, ça se fait de père en fils depuis très longtemps. En Bosnie également, ou à Mostar. Mais sinon, que ça devienne un sport de compétition, c'est plus récent. Ça fait depuis 2013, en fait, qu'il y a des compétitions en plongeon de haut vol féminines. Mais pas aux Olympiques. Pas encore aux Olympiques. C'est une des étapes qui risque d'arriver pour ce sport-là quand même prochainement, parce que maintenant, on fait partie des championnats du monde de la FINA. Donc, on est régi par... Oui, c'est ça. Puis c'est la seule discipline de la FINA qui n'est pas encore un sport olympique, d'ailleurs. Bon. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu es devenue une plongeuse? Bien, moi, enfant, j'ai fait du plongeon par hasard. En fait, mes parents souhaitaient m'inscrire en natation. Il n'y avait plus de place, j'ai fait du plongeon. Puis je suis tombée en amour avec le plongeon. Je me suis investie dans ce sport-là. J'ai quitté ma région. En secondaire 1, j'étais allée vivre chez une autre famille dans une autre région pour faire le sport-études. Puis là, dans ces années-là, j'ai vu un spectacle, parce que c'est un sport de spectacle aussi à la base. Il y en avait beaucoup, là, comme au village vacances Valcartier, c'est là où j'ai vu un spectacle de plongeon de haut vol. Puis, bien, quand j'ai vu la personne s'est lancée, je savais que j'allais faire ça. Mais finalement, ça m'a pris énormément d'années là, avant de faire ça. Puis j'ai eu une super belle carrière en art du cirque. Puis après plusieurs années en art du cirque, je me suis dit, OK, je suis due pour de nouveaux défis. Puis là, je me suis rappelé que j'avais envie de devenir plongeuse de haut vol. Mais as-tu déjà fait du plongeon 3 mètres, 10 mètres? As-tu déjà même tenté ta chance pour le fameux sillon des Olympiques? Bien, moi, j'ai fait sport-études de secondaire 1 à 3 à Québec. Puis dans ces années-là, là, j'étais invitée aux essais olympiques dans ma dernière année. Puis j'étais une plongeuse prometteuse, si on peut dire, là, dans les mêmes années qu'Annie Pelletier, en fait, là, Émilie Emmons et tout. Mais tu t'es pas rendue aux Olympiques? Non, j'ai cessé. J'ai eu un problème avec mes oreilles, puis j'ai été arrêtée là, par les médecins. Il a fallu que je prenne une pause. Puis c'est comme ça où j'ai entendu parler du cirque, parce que c'était les mêmes années où O a débuté à Las Vegas. Puis là, j'ai comme compris que le plongeon, ça ne sert pas juste à la compétition. Ça peut servir au spectacle. Exact. Puis j'ai préparé mes auditions, puis je suis allée à l'École nationale de cirque. Bien, moi, j'ai déjà vu O à Vegas en 2007.
Mais j'ai vu aussi à quelques occasions des spectacles de plongeon à l'arrière des bateaux de croisière de Oui. Royal Caribbean où la piscine est tout petite, tout petite. C'est à peu près quoi, 60 Souvent, c'est 17 mètres, les contrats ça, à de peu près? bateau, là, oui. OK. Mais toi, à quel moment tu as commencé à faire du spectacle avec du plongeon en haut vol? J'ai commencé à faire du spectacle il y a plusieurs années. À travers mes années de travail en cirque, quand j'avais des pauses entre les contrats, là, je prenais des contrats de plongeon pour entretenir cette passion-là puis cette capacité-là, parce qu'on ne se le cachera pas, là. Quand ça fait même quand ça fait une semaine qu'on n'est pas monté à la plateforme de 20 mètres, elle nous semble tellement haute. Donc, c'était important pour moi une fois par année, prendre un contrat de plongeon pour le garder actif puis pas trop développer de peur. Mais je ne me suis pas investie dans cette carrière-là avant de me dire, OK, là, c'est assez la tournée. Moi, j'ai 3 enfants. Je faisais l'école à la maison en tournée. Quand je travaillais au Cirque du Soleil, à 10 spectacles par semaine. À un moment donné, je me suis dit, OK, c'est complètement fou. Je veux me calmer. Je m'en vais faire un sport extrême. Puis là, je me suis investie dans le plongeon de haut vol. J'ai développé avec le Parc olympique une très belle relation. On a installé des plateformes à 18 et 20 mètres. Maintenant, il y a tout un bassin d'athlètes qui s'entraînent au Parc olympique. Puis le Canada est vraiment dans les leaders mondiaux en plongeon de haut vol. Là. Aux premiers Olympiques, on va sûrement ramener des médailles. Là. Et ta carrière au Cirque du Soleil a donné quoi au juste? Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années-là avec eux? J'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai fait différentes choses. Là, ce qui a fait que j'avais la chance de travailler beaucoup en hors du cirque, c'est la capacité d'apprendre facilement. Parce qu'en fait, au début, on fait une audition, on souhaite obtenir un certain rôle avec une capacité particulière. Moi, c'était duo trampoline. J'étais beaucoup dans le clownesque, j'aime beaucoup le personnage. Mais après, rendu engagé au cirque, il pensait à moi. Dès qu'il y avait un nouveau rôle ou une nouvelle discipline à apprendre, il m'invitait, il disait « Lisanne, est-ce que ça te tente de faire de la roue cire? » OK. Est-ce que ça te tente de faire de la barre russe? Ah ouais, donc. Donc, finalement, à force d'apprendre, il y avait quand même tout le temps de l'emploi. Parce que si on préfère faire juste toujours la même chose, bien là, il faut que les circonstances soient favorables. Donc, tu as travaillé sur plusieurs productions? Oui, mais principalement au niveau des événements spéciaux. Parce que moi, je suis devenue maman très tôt dans ma vie, puis les spectacles de tournée au cirque, ça ne coïncidait pas avec une réalité familiale, étant donné le voyagement. Mais le spectacle de tournée que j'ai fait, c'est César Cana, qui a été conçu spécifiquement pour le Radio City Music Hall à New York. Mais on est allé jouer au Kremlin à Moscou également, puis à Madrid. Là. Mais c'était un spectacle de tournée, mais qui demeurait assez longtemps dans chaque ville. C'est pour ça que j'ai pu y aller en famille, parce que voyager aux 2 semaines, là, ça coûtait trop cher de billets d'avion. Là, ça ne faisait pas de sens. Là. Bon. Et là, après ça, arrivent des événements momentanés. Puis là, je regardais un peu la liste. Un plongeon dans le fjord, dans ta région natale. Un plongeon dans un lac glacé. Oui. Comment on plonge dans un lac glacé? Il me semble que ça ne va pas ensemble. Il faut faire un trou. J'espère qu'il y avait un trou. Fait que ça, c'était le plus gros de la job. Il était gros de combien, le trou? Il était... Par rapport, nous, en haut, il nous semblait petit, mais c'était quand même un travail là, qui a pris 5 heures là, avec beaucoup de matériel, beaucoup de gens investis dans ce projet-là. Ça fait l'objet d'un documentaire qui va sortir prochainement, ce projet-là de l'hiver dernier. Donc, il n'y a pas beaucoup d'images qui ont circulé encore parce qu'on gardait ça pour le documentaire. Et le diamètre avait combien? Je me souviens même plus, mais je dirais... Il faudrait que je fouille. Une vingtaine de pieds. C'était certain qu'on allait tomber dedans. C'est un plongeon de 22 mètres. Exact. Dans la région de Chaudière-Appalaches. Oui. Bon, là, après ça, tu as un record. Tu as eu d'autres événements. Et là arrive le truc des montgolfières. Ça s'est préparé quand même depuis quoi? Presque 1 an, même plus? Bien, en fait, l'idée était là depuis 2016, 2017. Par contre, ensuite, c'est après le fjord, j'ai eu la chance d'être invitée dans une émission télévisée de grande écoute. Puis là, on échangeait à propos de c'est quoi mes projets futurs. Puis j'ai ramené ce rêve-là sur la table parce que celui-là, c'était vraiment le rêve le plus particulier que j'avais. Et puis, suite à ça, il y a eu un intérêt. Il y a des gens du milieu de la montgolfière qui m'ont contacté, puis on a pu développer le projet. Puis, éventuellement, là, c'est François Trépanier qui m'a mis en contact avec l'International de montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, c'était vraiment avec eux qu'il fallait le faire. En plus, moi, j'habite Chambly, j'étais en amour avec la Montérégie. Puis c'était l'organisation qu'on avait besoin, parce que c'était vraiment un projet de grande envergure. Bien, moi, quand j'ai entendu parler de ça, le premier coup, bon, évidemment, je suis né à Saint-Jean, j'habite à Saint-Jean, j'ai été impliqué dans les montgolfières, j'ai fait une 50aine de vols dans ma vie. Et là, quelqu'un me dit, ben oui, la fille, elle va plonger à partir d'une montgolfière dans le Richelieu. Pour avoir déjà survolé le Richelieu, c'est pas large comme rivière, c'est surtout pas très profond, là. Exact. Ça a pris tellement de circonstances favorables parce qu'il fallait survoler la bonne zone d'arrivée. Mais c'est ça l'affaire. Puis en montgolfière, on ne dirige pas. Bien, en fait, on va au gré du vent, là. Les pilotes ont beau être des experts. C'est pas comme une voiture où on met le GPS puis on suit le chemin. Donc, ça, c'était le plus gros enjeu. Mais quand j'ai eu l'idée, je connaissais pas encore autant que ça. Avais-tu déjà fait un vol de montgolfière avant? Même pas. J'ai fait mon premier cet été.
Et là, quand tu as fait ton premier vol, tu t'es dit, ouais, finalement, je suis plus sûre. Non, Ah non, je me suis dit, aïe, c'est complètement formidable. Là, j'avais de plus en plus hâte. Sauf que là, tu as réellement compris que, bien, on le sait, mais que ça ne se dirige pas comme on veut. Là. Oui. Il y a les vents, puis il y a toutes sortes de considérants. Puis ça ne veut pas dire qu'on va passer vis-à-vis la zone qui est acceptable dans le Richelieu. Là. Exact, exact. Puis ça a été un enjeu puisqu'on a fait une première tentative qui a échoué. Le 16 août. Exact. Mais tout le monde a travaillé tellement fort. C'était vraiment réussi au niveau du travail d'équipe. C'était une bonne répétition, à la limite? C'était une bonne répétition, puis c'était une bonne décision de ne pas plonger à ce moment-là. Pourquoi? Le vent? C'est qu'en fait, étant donné l'absence de vent, on a eu de la difficulté à traverser la rivière. Donc, on se retrouvait toujours porté vers le côté. Puis là, il n'y avait pas assez de profondeur d'eau. Là, on était au-dessus d'une zone de 5 à 8 pieds de profondeur d'eau. Donc, moi, je n'avais pas le go de mon chef sécurité, François Leduc, qui est dans l'eau, qui fait toute l'inspection. On n'était pas dans le diamètre souhaité. Alors, on n'a pas pu plonger. Mais là, quand on a retenté l'exploit le 16 septembre... Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Bien, on a eu quand même l'aide d'un ponton pour nous diriger puis se placer au bon endroit. Puis ensuite, on a décroché la corde, mais on a pu être sûr qu'on était au bon endroit. On n'avait pas le choix parce qu'il y avait encore une fois pas le vent favorable, finalement, le matin même. Selon les prédictions, on avait le bon vent, mais ensuite, on ne l'avait pas. Mais pour ajouter justement au défi, je tiens à mentionner que c'était un duo. Donc, il y a Yves Millard qui a plongé avec moi. Oui. Ça a ajouté à la charge acrobatique. Pour nous deux, c'est vraiment plus difficile d'y aller en synchro. Mais surtout, de piloter deux montgolfières côte à côte. Puis c'est Richard et Jacob, père et fils. C'est tellement formidable. Qui ont réussi à le faire. Mais pour eux-mêmes, c'est un défi, là. Moi, je trouve qu'il y avait tellement un pour gros mandat. C'est un défi de pilotage incroyable. Oui, sans même avoir à plonger. C'était déjà formidable ce qu'ils ont fait. Donc, je suis vraiment attachée à ce projet-là parce que c'est incroyable que tout le monde ait travaillé si fort et qu'on ait réussi parce qu'il y avait tellement d'éléments qui auraient pu nous faire échouer. Donc là, on décolle. Oui. Les montgolfières, de ce que je comprends, étaient attachées sur un ponton vis-à-vis la rivière. Il a fallu, parce que sinon, on n'aurait pas survolé la bonne zone. Mais on a détaché avant de plonger. L'espoir était vraiment de plonger sans être attaché. Pourquoi le faire à deux? Donc, ce qui comprend dans ce cas-ci deux montgolfières qui elles-mêmes étaient attachées l'une à l'autre pour être en synchro. Tu aurais pu le faire seul avec une montgolfière. Pourquoi deux montgolfières et deux plongeurs? Le projet a évolué au fur du temps, au fur et à mesure, en fait. Au début, mon projet, c'était vraiment de plonger seul d'une montgolfière, mais je suis allée chercher des conseils puis de l'expertise pour pouvoir discuter avec un professionnel du haut vol de ce projet-là, parce que c'est pas le genre de projet qu'on peut faire sans consulter quelqu'un qui a la même expertise ou même une expertise supérieure à la nôtre, là. Il fallait être deux experts du domaine du haut vol. Donc là, je suis allée consulter mon bon ami Yves. Puis du même coup, je lui ai dit, moi, je veux faire ça, mais si tu es impliqué dans le projet... Exact. Puis Yves, il dit toujours oui. Fait qu'il était là, ben oui, donc, je vais le faire moi aussi. Puis au début, quand on a approché l'International de Montgolfière, on croyait pouvoir s'élancer d'une seule montgolfière, chacun de notre côté. Ouais. Mais au fur et à mesure des tests, on a réalisé que non, c'était pas possible parce que ça débalance complètement, puis ça aurait pu être vraiment dangereux qu'il y en ait un des deux qui se fasse voler son élan, ou ça aurait pu être super dangereux. Puis c'est là où Richard est arrivé avec la merveilleuse idée d'attacher deux montgolfières ensemble. Puis ils ont fait les premiers tests avant de nous le proposer. Ensuite, ils nous ont dit, ça va se faire, c'est possible. Mais là, on venait d'augmenter le degré de difficulté de 1000. Là. C'était complètement fou. Là. Bon. Qui est Yves Millard? Parce que depuis le début de cette aventure-là, c'est souvent Lisanne qui est à l'avant-plan. Mais qui est Yves Millard? Bien, Yves Millard, en ce moment, est aux Îles-de-la-Madeleine, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le mandat médiatique. Mais Yves Millard, c'est la personne au Canada qui a le plus d'expérience en plongeon de haut vol. Il va avoir 60 ans cette année. Ouais. Mais il est encore au sommet de sa forme. Lui, il vient d'un parcours de trampoline. Il a été championnat... Il a remporté les championnats du monde de trampoline il y a plusieurs années. Puis ensuite, il a démarré son entreprise de spectacle de plongeon de haut vol. Moi, je l'ai croisé à travers mes années de spectacle. Puis... puis voilà. Puis moi, j'ai pris un parcours un peu plus compétitif pendant que lui était dans le spectacle au niveau du plongeon de haut vol, mais on s'entend super bien. Puis là, on se retrouve dans les nouveaux défis. Là. À chaque fois que j'ai besoin d'avoir une expertise extérieure en haut vol, c'est lui que je consulte. Donc là, on est à une altitude de 75 pieds. Oui, j'avais 25 mètres. Okay. Au moment de plonger. Je ne suis pas super bonne dans la transition pied-mètre, là, mais ça, c'est pas mal haut. Parce qu'en compétition, les femmes à l'international, on plonge de 20 mètres dans ce sport-là qui est déjà donc, on était un peu plus haut qu'à la normale. Oui, oui. Puis chaque mètre supplémentaire en plongeon de haut vol ajoute tellement à la force de l'impact. Là. Bon. Les deux montgolfières étaient attachées.
vous étiez comme sur une plateforme qui était accrochée sur la nacelle? Exact. Une toute petite plateforme qui a été faite là, en alliage de métal, principalement de l'aluminium, parce qu'il fallait qu'on parte de l'extérieur de la nacelle. Oui. Mais c'en est une qui s'emboîtait, puis qui était quand même légère aussi pour qu'elle puisse être enlevée ensuite. Parce que une fois que nous, on a plongé, c'était pas fini. Là. Les pilotes devaient se détacher puis Oui, il y aller a la suite, atterrir. Donc, mais ça, c'est formidable parce que dès le début du projet, dès la première rencontre, on a réalisé qu'il allait falloir des plateformes. Deuxième rencontre, on arrive au bureau de l'International de Montgolfière, ils nous montrent la plateforme. Moi, j'ai vraiment pris ça comme une bague de fiançailles. Là. C'était comme, on s'engage avec vous dans le projet. Bon. Une fois qu'on s'installe, on comprend donc que là, les montgolfières étaient en mouvement, donc détachées du ponton. Oui. Vous vous êtes installés. Le brûleur, ça fait du bruit. Oui, c'est de ça ce que qui je est comprends, arrivé. vous avez eu un décompte, mais ton collègue Yves a demandé un Il a dit, deuxième parce qu'il a mal entendu, c'est ça? Oui, parce qu'on avait peur de ne pas s'entendre. Puis là, finalement, Yves a reparti le décompte pendant que les brûleurs avaient cessé. Puis là, on a pu s'entendre parce que c'était tellement important qu'on soit synchronisés. Ça aurait eu de la fou qu'on soit comme plouf, plouf. Tant qu'à le faire, synchro, 2 montgolfières attachées et tout. Il fallait vraiment plonger de façon synchronisée. Donc, il y a eu des réajustements là, jusqu'à la dernière seconde. Là. Quelle était la profondeur de la rivière à l'endroit précis où vous étiez à ce moment-là? Au centre de la rivière, on avait à peu près 7 mètres de profond. Puis en plongeant de haut vol, on n'a pas besoin de tant que ça. Les gens pensent que parce qu'on arrive de 25 mètres, ça prend 25 mètres, mais l'air offre aucune résistance, presque, tandis que l'eau en offre beaucoup. Donc, en 3 secondes, là, on atteint 80 km/h. 80 kilos? Ah oui, oui. Au moment ça de va l'entrée à l'eau? rapidement. Oui. Puis en 1 seconde, on le perd. Fait que c'est vraiment comme une voiture qui fonce dans un mur. C'est l'exemple que je dis là, couramment là, pour faire une mise en situation. On part, on pèse sur le gaz, on atteint 80 km/h rapidement, puis là, hop, tout s'arrête. Mais on parle d'une affaire de quoi? 2-3 secondes, même pas? C'est ça, ça dure un petit peu moins de 3 secondes, un plongeon de haut vol. 3 secondes. Puis en 1 seconde, on a perdu toute notre vitesse quand on rentre dans l'eau. Puis on est à peu près 5 mètres de profondeur. Et la Ensuite, rivière là, en ça a freine. 7. Oui, c'était suffisant. C'est pas un gros jeu? Bon, on avait également inspecté le fond de la rivière pour s'assurer que si jamais on touchait, c'était pas dangereux, c'était du sable, c'était correct. Mais je m'entraîne régulièrement au Parc olympique où on a fait installer des plateformes, puis on a 4,20 mètres de profond. Mais c'est un beau fond. Donc, moi, je le sais. Quand je termine mon plongeon, je rentre dans l'eau, puis je le sais que le fond est là. Puis là, je pousse, là, je squatte un peu là, dans le fond, puis je percute pas le fond. Mais en bas de 4 mètres, là, ça devient dangereux, puis on peut vraiment percuter, puis ça serait un accident vraiment grave. Là. Mais en haut de... L'idéal, c'est 6 mètres, ce qu'on avait, dans le fond, avec le Richelieu. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que c'est un projet sur lequel on travaille depuis des semaines et des mois. Là arrive le jour J, il y a eu une tentative qui n'a pas marché. Celle du 16 septembre, elle, a fonctionné. Quand on a le décompte puis qu'on y va là, il se passe quoi dans notre tête? Bien, moi, mon mot, c'est reconnaissance. Là. Rendu là, j'étais tellement contente que ça se puisse parce que, éventuellement, ma crainte était décalée. Au début, puis avant le premier essai, j'avais une peur par rapport à ma technique acrobatique, par rapport à ma job à moi, mais je m'assurais d'être bien préparée et tout. Mais après la tentative échouée, j'ai réalisé que l'envergure du projet est tellement plus grande que mon plongeon. Donc, ma crainte, le matin du 16 septembre, surtout qu'on n'avait pas de vent non plus, puis que ça semblait vraiment complexe, on ne savait pas où décoller pour être sûr de pouvoir traverser. Là, il y a Sylvain qui a fait un super beau travail pour nous guider là-dedans. Mais ma crainte, c'était de ne pas se rendre à plonger. Donc, quand on a parti le décompte, là, j'étais Toi, vraiment rendu à cette étape-là, il n'y a plus de problème, autrement dit. C'est-à-dire, avec l'expérience que tu as, quand tous les éléments arrivent et qui sont favorables au plongeon et qui ne restent qu'à plonger, pour toi, c'est comme, quoi, il y a 95 du boulot de faire, c'est ça? Ah oui, mon travail est tellement fait en amont. C'est sûr que c'était quand même un plus grand défi que d'habitude parce qu'on poussait dans une surface instable qui était encore en mouvement. Puis même dans les airs, on a senti que ça nous a volé de l'impulsion puis de la rotation plus que ce qu'on avait évalué. Ah ouais? Parce que les montgolfières étaient plus en mouvement que ce qu'on avait estimé dans nos tests Ouais. préalables. Mais en même temps, j'étais confiante pour Yves et moi parce que je savais qu'on était les bonnes personnes pour faire ce plongeon-là. Mais suite à l'avoir fait, tous les deux, on est quand même d'avis que c'était notre plongeon le plus difficile en carrière. Puis je ne verrais pas qui d'autre aurait pu décider de le tenter puis qu'on croit que c'est sécuritaire. Difficile et dangereux? Je dirais pas dangereux parce que la sécurité, c'était le mot d'ordre de toutes les étapes dès le début avec l'International de Montgolfière. Puis de mon côté, j'ai la parfaite préparation. Je vois un préparateur mental, la visualisation, la simulation. J'ai aussi Karine, ma spécialiste de la préparation physique. Donc, je m'étais aussi construit mon armure. J'ai fait beaucoup de préparation physique cet été pour être plus solide que d'habitude. Ah oui, parce que je ah prévoyais un impact plus difficile qu'à l'habitude. Puis j'avais bien raison. Il a été pas pire tough, l'impact. Bon, mais ça, c'est mon autre question. Quand tu touches l'eau,
À quoi on peut comparer ça? Mais c'est un peu comme du béton. Par contre, si jamais je suis à une certaine hauteur puis que je saute sur le béton, je vais avoir le réflexe d'amortir pour aider mon corps à prendre l'impact. Tandis qu'en plongeon de haut vol, c'est un peu comme du béton. Il faut briser le béton. Ça fait un bruit de déchirure quand on rentre dans l'eau. On déchire la surface de l'eau. Mais je ne peux pas l'amortir parce que je dois être plus solide que ce béton-là. Te raidir? Oui, oui. À Ouais. la dernière seconde, là, je dois engager tous les muscles de mon corps à la même fraction de seconde. Parce que si je le fais trop tôt, il y a un relâchement. Puis là, je ne suis plus dans ma puissance maximale. Puis je dois vraiment être dans ma force max au moment d'arriver dans l'eau. Ça crée une douleur? Ça crée un... Quand même. Il y a En de dessous des l'adrénaline pieds, au à travers coup sûr. ça. Je dirais que ça dépend quel plongeon, ça dépend dans quelles circonstances. Quand il y a des vagues, ça peut nous faire plus mal parce qu'on a beau être solide, on va recevoir l'impact un peu différemment sur notre corps. Heureusement, il n'y avait pas de vagues. Mais quand l'eau est froide, puis l'eau était quand même un peu froide, on avait un peu froid avant le plongeon aussi, étant donné qu'on est resté longtemps au-dessus de la rivière. Fait que ça a fait mal, mais on connaît ça. Là, c'est pas de la grosse douleur, là, puis ça fait beaucoup plus un sentiment de mission accomplie. Là. Ça, c'était plus important que... Et là, quand tu remontes à la surface, il se passe quoi? Bien, la première chose qui s'est passée quand je suis remontée à la surface, c'est que j'ai entendu Yves dire « Lisanne, t'es-tu correct? » Puis là, quand j'ai entendu Yves dire « Lisanne, t'es-tu correct? » Je me suis dit « Ça veut dire qu'il est correct, sinon il ne vérifierait pas. » Fait que là, ça, c'était ma première affaire. Fait que là, j'ai fait « Oui! » Puis là, après, j'ai vu mon chef sécu, François, toute l'équipe d'apnéa, tout le monde était correct. Puis on est allé rejoindre la gang sur le bateau de Batterie Expert, puis on était dans la célébration. Mais lui, Yves, il a déjà sauté à bord d'un hélicoptère, c'est ce que je... Yves, il a déjà fait un hélico au Chili il y a vraiment, là, peut-être 20 ans. Puis ça, c'est un projet que moi, j'ai en tête. Là. C'est un de mes prochains sur la liste. On veut le faire au Canada. Ça n'a jamais été fait au Canada. On veut le faire au Québec. Mais le truc du plongeon en montgolfière, ça, c'est unique. C'est un record mondial. C'est un record Guinness. Bien, en fait, on est chanceux. On a été très bien accompagnés aussi. Là. Il y avait des experts en demande de record qui s'occupent du dossier. Puis on souhaite vraiment que ce soit accepté comme record Guinness. Par contre, mon idée, je l'avais déjà proposée à différentes organisations au niveau des commanditaires. Donc, malheureusement, il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi. Parce que ça a été fait récemment avant moi. Non. Mais c'était vraiment moins haut, puis c'était un solo. Puis on est allé... Nous, une fois qu'on a vu ça, qu'on s'était fait dépasser, bien, on a fait, OK, bien là, c'est vraiment une bonne idée d'y aller à deux. La personne a fait une simple rotation. Nous, on fait une double avec une vrille et demie. Puis la personne était à peut-être 17, entre 14 et 18 mètres. On a fait fouette à 25 mètres ou plus. On a popé up, là, si on peut dire, là, pour être sûr que ce soit plus grandiose. Mais j'étais triste un peu parce que c'était clairement mon idée à la base. Mais c'est comme ça, dans le milieu de la création, des fois, il y a des courants d'idées. Puis... Tu n'avais pas un trademark là-dessus? Non, c'est ça. Au contraire, puis je l'ai partagé beaucoup parce que je cherchais les partenaires. Fait que c'est comme ça que ça a été. Mais là, tu dis... Là, c'est souvent la question que je pose à des gens qui ont des exploits comme ça. Tu sais, what's next? Là, on fait quoi après? Tu sais, une fois qu'on a fait ça... Bon, là, tu dis l'hélico peut-être. Ça n'a pas été fait au Canada, mais tu veux faire ça encore? Tu veux te surpasser? Puis tu as encore en toi des objectifs à atteindre? Oui, vraiment beaucoup. Là, pour moi, travailler avec Yves, c'est vraiment stimulant parce que moi, j'ai 40 ans, lui, il a 60 ans. Donc, il a quand même une fois et demie mon âge, puis il est encore capable de performer. Pour moi, c'est vraiment motivant de le voir aller. Puis, en fait, à chaque fois que j'ai la chance de relever un défi, ça fait juste me nourrir pour le prochain. J'ai un sentiment de dépendance au dépassement de soi. Puis ce qui était merveilleux là-dedans, c'était le travail d'équipe. Puis, dans chacun des défis que je me donne en ce moment, ça va au-delà de la performance acrobatique traditionnelle, donc ça devient toujours un travail d'équipe. Cet exploit avec les montgolfières, ça l'a occupé combien de personnes? C'est quoi? Il y a le festival, il y a sûrement Transport Canada, je ne sais pas. Là, en plus, on était sur l'eau. Il y a du monde impliqué là-dedans. Là. C'était tellement de logistique, mais juste pour le jour même, on était une quarantaine de personnes dépêchées sur place. Même chose pour la tentative qu'on n'a pas pu plonger le 16 août. Mais oui, et puis beaucoup de monde impliqué aussi avec toutes les démarches. Mais j'ai tellement été choyée parce que c'est l'International de Montgolfière qui a pris le projet en charge, puis ils ont fait les démarches. Toutes les démarches étaient bien faites, dans le bon ordre. Je me suis sentie super bien encadrée parce que je pense pas avoir l'envergure de ce défi-là, j'aurais pas pu le porter à bout de bras seul, là. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Lisanne Richard, merci beaucoup. Merci énormément. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour les prochains projets, mais c'est franchement... c'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un qui a cette fougue, cette passion, le sourire, un peu de témérité, oui, mais dans la sécurité. Exact. Merci. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air et on plonge. Toujours plus haut en montgolfière avec notre invité Lisanne Richard qui est avec nous. Plein de rayons de soleil dans ce show-là. Très beau. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Pour tout savoir sur la collecte des ordures, le recyclage, le compostage, les heures d'ouverture des écocentres, allez tout simplement sur le site officiel de Compo au Richelieu, qui est compo.qc.ca. Et puis nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, d'ericlato.com.